Merci beaucoup, merci à tous de rester là, parce qu'on a écouté évidemment religieusement le Premier ministre. Il nous a dit qu'il faut se projeter vers l'avenir. Mais c'est exactement ce qu'on va faire avec nos intervenants. Ils ont participé, vous savez, à ce front économique qu'avait lancé à la REF. Alors on était dans les chevaux, on n'était pas encore dans le tennis, Patrick Martin, et ainsi que d'autres personnalités. C'est travailler, c'est d'essayer de définir la politique économique de demain de la France. Quel choix économique, c'est dire si leur travail a été studieux, et du reste c'est demain, on m'a dit de vous le préciser, il y aura l'ensemble des propositions, parce qu'ici vous avez les représentants de certains groupes de travail. Je vais vous les présenter tout de suite. Je vais commencer par mon voisin de gauche, Ross McInnes, que vous connaissez bien, président de Safran. Lui, il a travaillé sur la puissance publique, comment la puissance publique peut être au service d'une nation et au service de l'économie. Bonjour Ross, merci d'être avec nous. À vos côtés, c'est Ángeles García Poveda. Elle est présidente de Legrand. Avec vous, bonjour. Avec vous, on va parler d'innovation, mais surtout de la transition verte. Comment l'innovation peut permettre justement cette transition écologique, et puis surtout les mesures à prendre. À vos côtés, c'est Pierre-André de Chalendar, qui est le président de l'Institut de l'entreprise, qui est président d'honneur du groupe Saint-Gobain. Bonjour Pierre-André de Chalendar, merci d'être là. Vous avez participé, vous auriez pu être sur la transition verte, maintenant vous avez participé à un groupe de travail autour du travail, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment travailler plus? De quelle manière? On écoutera aussi vos propositions. Et puis, à vos côtés, quelqu'un avec qui vous avez travaillé main dans la main, qui est Alexandra Roulet, qui est économiste, professeure à l'INSEAD, dont les travaux de recherche sont justement sur le travail. Bonjour Alexandra Roulet. Et on va rappeler que vous avez été évidemment aux côtés d'Emmanuel Macron à l'Élysée, puis aussi d'Elisabeth Borne sur la question des recettes. Et puis à côté de vous, alors c'est pas l'INSEAD, c'est HEC, c'est Antonin Bergeot, qui est économiste, professeur à HEC, et qui travaille beaucoup sur l'innovation. Alors, je vous propose une méthode de travail, puisque vous avez travaillé. Je vous propose d'abord de faire un constat pour voir où sont peut-être les faiblesses, les points noirs, où est-ce qu'il faudrait remettre de l'activité en France. D'abord un constat, et puis après vos propositions. Mais peut-être d'abord une petite réaction quand même à ce qu'a dit le Premier ministre. Du reste, je ne sais pas s'il a vu « la victoire appartient au plus opiniâtre ». Je ne sais pas si vous avez noté la maxime de Roland Garros. En tous les cas, peut-être que lui, il a noté. Qui veut réagir sur qu'est-ce qu'a dit Pierre-André de Chalendar? Vous avez entendu ce qu'il a dit sur le revenu, sur les entreprises en même temps, qu'il a dit qu'il fallait surtout pas peser sur elles. Non, moi je trouve que le budget que nous a présenté, le projet de budget que nous a présenté le Premier ministre au mois de juillet est un budget courageux. Et donc que la décision qu'il a prise là est une décision qui n'est pas facile, mais il vaut mieux clarifier le débat plutôt que maintenant. Donc je pense que je salue la décision qu'il a prise, même si ça a des conséquences qui sont très lourdes pour nous tous. Hein, ouais. Mais elles sont liées au contexte politique. Ángeles García Poveda, une réaction très rapide, juste une manière de... Pas grand-chose à ajouter, mais j'ai entendu des mots comme sens, comme responsabilité, comme travail collectif, et je pense que c'est vraiment extrêmement cohérent avec ce qu'on a essayé de faire au sein du Front économique. C'était réfléchir tous ensemble pour trouver des solutions. Alexandra Roulet. Oui, moi j'ai entendu deux piliers, d'abord préserver et renforcer nos atouts, et puis recréer de la cohésion. Et ça me semble en effet deux piliers absolument indispensables dans l'époque qu'on vit actuellement. Antonin Bergeot. Moi, j'ai surtout retenu l'idée que même si on est dans une période de difficulté budgétaire, il faut préserver absolument les vecteurs de croissance et notamment l'innovation. Et vous avez raison, et vous y reviendrez tout à l'heure. Ross McInnes, je propose qu'on commence avec vous, si vous avez un commentaire sur ce qu'a dit le Premier ministre. C'était parfait. Voilà. Au moins comme ça, c'est dit. Si je commence par vous, Ross McInnes, c'est que vous êtes le plus international des chefs d'entreprise et des économistes qui sont autour de nous. Vous êtes donc président de Safran, je le rappelle. Une question, puisque vous avez travaillé sur la puissance publique. La puissance publique, vous avez fait un constat qui est assez sévère sur le poids de notre puissance publique en France. Est-ce qu'on peut essayer aussi de se comparer avec ce qu'il y a, notamment au niveau européen? Qu'est-ce que vous avez retiré de ces mois de travail?
Alors pour être très précis, notre groupe de travail, ce n'était pas l'impuissance publique, parce qu'il s'agirait au contraire d'un constat d'impuissance publique. Et donc notre groupe de travail a travaillé sur le recentrage de l'action publique. Et nous avons choisi, en nous comparant à d'autres, un certain nombre de thèmes. Le premier, c'est comment on fait les autres qui ont été dans ces situations. Le Premier ministre y a fait allusion. Ensuite, nous faisons le constat que nous dépensons beaucoup, la dépense publique est énorme, et les Français, et pas que les Nicolas, les Français ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. Et nous avons là travaillé sur un certain nombre de domaines où nous pensions qu'il y a des évolutions à impulser. Le domaine de la santé, le domaine des aides, je n'aime pas le mot, aux entreprises, le domaine du logement, où il y a également un investissement public conséquent, sans aucun impact bienfaiteur sur les Français. Comment vous expliquez que la France soit passée du 12e rang mondial au 25e rang en termes de PIB par habitant et si on regarde en termes de déficit public, on est 25e sur 27 aujourd'hui. Comment par rapport à ce que vous avez regardé, les chiffres que vous connaissez par cœur, qu'est-ce que vous avez retenu? Quelques chiffres, c'est les heures de travail dans la vie d'un Français ou d'une Française tout au long d'une vie. Sont de l'ordre de 640, 670 heures tout au long de la vie de tous les Français. Il y a 100 heures de plus ailleurs. Et maintenant, si on annualise ça, au lieu de le regarder sur toute la vie, il manque environ 100 heures de travail aux salariés à temps plein par rapport à l'Allemagne. 100 heures de travail, c'est 2 semaines et demie. Et quels sont les points noirs de notre système à nous ? La liste est longue, mais on voit un certain nombre de pistes. Ce qui explique notre appauvrissement collectif, c'est que nous sommes pris avec un État-providence que nous ne savons pas financer. Or, nous faisons peser la charge de ce financement sur les actifs et sur les entreprises, qui revient au même d'ailleurs, parce que ce qui ne va pas dans la poche du salarié ne va pas non plus dans la poche de l'entreprise, puisqu'il est prélevé. Donc c'est en fait la racine du problème, c'est comment continuer à financer notre État-providence tout en ayant des gains de productivité et plus de productivité. Les deux sont très importants. Et là, nous allons faire un certain nombre de propositions avec notamment mes autres collègues. Oui, parce que je précise, c'est que là, vous avez certains aspects de ce front économique, mais demain, il sera présenté l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans tous les domaines, et ça, c'est un point important à souligner. Donc là, on va parler, comme je le disais tout à l'heure, de puissance publique, on va parler de transition, on va parler de travail. Pierre-André de Chalendar, vous, on aurait pu vous mettre aussi, je le disais, sur la transition écologique. Vous avez travaillé avec votre voisine, Alexandra Ouellet, vous avez travaillé sur le travail. On entend les slogans un peu partout, le Premier ministre l'a dit et redit, il faut travailler plus, les Français ne sont pas assez nombreux à travailler, on a parlé des jeunes, on a parlé des seniors. Quel est votre constat à vous? Quel est celui que vous avez dressé? D'abord, moi je voudrais juste saluer l'initiative qu'avait pris Patrick Martin l'année dernière, parce que je trouve que on était dans une situation qui n'était d'ailleurs pas facile, on avait l'impression que le débat politique régressait, que c'était important que les chefs d'entreprise participent au débat public, et vous verrez demain l'ensemble de nos travaux. Je trouve qu'on a bien travaillé, je le remercie de m'avoir convié à travailler. Alors nous, le groupe qui nous a été confié, Alexandra et moi, puisqu'on a fait un travail à 4 mains, et donc on va faire d'ailleurs une restitution à 4 mains aujourd'hui, avec chacun un peu sa partition. Mais enfin, chacun son couloir de nage, parce que peut-être qu'on sera c'était sur travailler et rémunérer. En fait, si on regarde le point de départ du sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, et le Premier ministre d'ailleurs y a fait allusion, la préoccupation principale de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat, avec le sentiment que le travail aujourd'hui ne paye pas. D'où vient le fait que les rémunérations, on peut progresser dans notre pays, même par rapport aux autres. Quand on regarde, si on part de ce constat et qu'on essaye d'où ça vient, il y a une première chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas eu
dans les dernières années, il n'y a pas eu de déformation du partage de la valeur ajoutée. Donc ça ne vient pas du fait que que la valeur ajoutée est distribuée différemment entre les salaires et la rémunération du capital. Ça vient donc le problème, c'est une faible croissance de la valeur ajoutée. On a une valeur ajoutée qui, en France, a cru moins que dans les autres pays et surtout beaucoup moins qu'elle ne croissait avant. Il y a 3 grandes raisons. La première raison, c'est une réduction très importante des gains de productivité. Et si on prend, alors le rapport Draghi a montré la comparaison entre l'Europe, plus 6% depuis 2010, les États-Unis plus 19%, la France c'est plus 4%. Donc on est même moins bien que la moyenne européenne. Donc premier sujet, faiblesse des gains de productivité, et sur le long terme c'est le plus important. Mais ça ne va pas être très facile d'augmenter les gains de productivité. Mais il faut essayer. Deuxième ça remonte sujet, un peu. Et là je vais aller beaucoup plus vite parce que c'est Alexandra qui va le détailler. On a en France un sujet aussi de quantité de travail. Et ça, de manière à la fois taux d'emploi et durée du travail. Alexandra va le détailler. Puis il y a un troisième problème qui, lui, n'est pas une déformation, mais qui est qu'à l'intérieur de la valeur ajoutée des entreprises, en France, la part de ce que le travail, donc les entreprises, contribuent à la dépense publique et notamment à la protection sociale est énorme et beaucoup plus important que dans d'autres pays. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coin socio-fiscal qui fait que ce qui reste dans la poche du salarié est faible par rapport à son coût. Il y a un vrai sujet de coût du travail. Et donc, en gros, problème de quantité de travail, problème de coût du travail et problème de qui finance la protection sociale. Et c'est à partir de ces 3 sujets qu'on a fait un certain nombre de propositions sur lesquelles on reviendra. Juste un point quand même, parce que vous disiez dans la part de la valeur ajoutée, la rémunération du capital, ça n'a pas évolué, mais on voit par exemple qu'elle est plus élevée, vous qui avez dirigé un grand groupe du CAC 40, la part de la valeur ajoutée consacrée aux dividendes, elle est plus élevée que si vous regardez en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Il n'y a pas eu de changement dans la structure de la valeur ajoutée en France. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un peu une réponse un peu de normand, si vous me permettez cette expression. Non, je vous donne des chiffres, c'est tout. Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, mais en même temps, il est vrai qu'en France, on a quand même... On a des taux de marge qui sont en général plus faibles en France que dans d'autres pays. Mais est-ce que la rémunération du capital n'est pas plus élevée que dans d'autres pays? Mais ça, c'est entre les investissements et ce qui... Exactement. C'est un autre sujet, mais ce n'est pas le sujet dont on parle là. C'est un autre sujet. Vous pensez que c'est pas lié? Non, mais c'est parce que comme en ce moment, la question du pouvoir d'achat est quand même au cœur de tous les débats. Ça se compense. On peut moins se rémunérer. Et vous avez fait d'autres constats par rapport au travail? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oui, il y a un écho qui est un peu difficile. Non, j'entends pas. Excusez-moi, oui, l'acoustique. L'acoustique est un... Je demandais si vous aviez fait d'autres constats par rapport à ces points-là. Il y a ce sujet de quantité de travail sur lequel je propose qu'Alexandra détaille un peu. Alors la suite vient avec vous, Alexandra Roulet. Donc vous avez co-dirigé ce groupe de travail. Comment est-ce que quel constat vous avez, parce que vous avez un profil évidemment différent de celui de Pierre-André Chalendar, qui est un chef d'entreprise. Vous êtes plutôt un économiste et vous avez été conseillère politique, entre guillemets. Oui, alors non, juste pour affiner le constat au niveau du sujet quantité de travail qui a déjà été mentionné, en fait, c'est important d'affiner le constat pour essayer de voir où sont les pistes de solutions. Donc, la raison pour laquelle on a moins d'heures travaillées en France par rapport, évidemment, aux États-Unis, mais même par rapport à d'autres pays européens, il y en a 4. Il y a le fait qu'on a moins de jeunes en emploi, ça c'est un. Deuxièmement, le fait que, quand je dis jeunes, je dis les moins de 30 ans. Deuxièmement, le fait que pour les plus de 60 ans, on a aussi un taux d'emploi beaucoup plus faible. En revanche, sur les 30-60 ans, au niveau du taux d'emploi, on est dans les moyennes européennes. Donc il y a les 2 extrémités de la pyramide des âges. Et ensuite, il y a 2 autres spécificités françaises. Il y a le faible nombre d'heures travaillées par les moins qualifiés. Donc les heures travaillées par les moins qualifiés se sont effondrées de 40% en 30 ans. Donc ça, c'est un problème assez spécifiquement français. Un peu dans tous les pays, mais plus marqué en France. Et puis, quatrième spécificité, en fait, c'est ce à quoi Pierre-André faisait référence par la notion de durée de travail, on a pour nos salariés à temps complet une moindre durée de travail.
Donc on entend parfois dire, je le précise, parce qu'on entend parfois dire, en France, on a seulement un sujet de taux d'emploi, et au niveau des heures travaillées pour les gens en emploi, on est dans la moyenne. C'est vrai aussi, mais cette moyenne masque le fait que les temps complets travaillent moins, mais les temps partiels travaillent plus. Donc si vous voulez, en France, on n'a pas de tout petits jobs, de mini-jobs comme on a dans certains pays. Les temps partiels sont plutôt plus élevés que dans d'autres pays. Mais en revanche, les temps complets, on a la 3e durée la plus basse d'heures annuelles travaillées pour les salariés à temps complet en Europe. Donc, du coup, ça nous amène à, enfin, on en parlera après, mais évidemment, donc les solutions sont à trouver à la fois pour aider les jeunes, les seniors, la durée de travail des temps complets et puis les moins qualifiés. Ángeles, merci. On reviendra sur vos propositions dans un instant. Ángeles García Poveda. Donc, vous, la transition verte, l'innovation, parce que vous dites quand même, c'est un des leviers d'action de cette transition verte. Et en même temps, vous nous dites, on a pris complètement le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup plus, on a décidé de la demande, et puis tout d'un coup, on a réalisé qu'on poussait la demande de biens qu'on ne fabriquait pas en Europe. Donc, c'est un des sujets, Edwige, en effet. On marche sur la tête. Quel est le constat que vous avez dressé ? Alors, tout le constat n'est pas noir. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce groupe de travail en coprésidence avec Christian Gaulier. Et le mandat qui nous a été donné était d'analyser le sujet investir et décarboner. Et le premier constat, c'est qu'en fait, en Europe, on a été pionnier et c'est probablement la région du monde la plus décarbonée aujourd'hui. On a fait moins 35% d'émissions depuis les années 90, alors que les États-Unis étaient à moins 4 et la Chine à plus 320. Donc, on sait faire et on fait. Il y a de la volonté et tout n'est pas à jeter. En revanche, on a devant nous un mur d'investissement que Rexecode estime entre 60 et 80 milliards supplémentaires par an, ce qui est un effort très considérable pour nous tous, pour vous tous, entrepreneurs et entrepreneuses dans cette salle. Et la difficulté, c'est comment est-ce qu'on concilie cet impératif-là avec des impératifs de ne pas aggraver le déclassement et de ne pas aggraver les inégalités sociales, puisque on le voit, la transition a un coût et ce coût résulte dans de l'inflation qui est payée par toutes et tous. Et on ne s'est pas mis d'accord, comme sur plein d'autres sujets, sur qui devait porter et comment on devait distribuer ces efforts-là. Alors, aujourd'hui, on fait un certain nombre de constats. Comme vous le dites, on a été beaucoup plus porté sur le support de la demande que sur une vraie politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on a financé tout un tas de mécanismes d'adoption de solutions et de produits décarbonés sans forcément assortir ces mécanismes de politique de support de l'offre. Et pendant ce temps-là, la Chine et les États-Unis, qui étaient beaucoup moins vertueux et sans doute beaucoup plus cyniques sur ces affaires, ont réussi à comprendre que c'était aussi un business et aussi une façon de devenir une terre d'investissement pour le reste du monde de demain. Donc ça ne faisait que creuser l'écart. Ça, c'est le premier constat que nous avons fait sur lequel nous aimerions agir. Le deuxième, c'est qu'il y a de l'action publique, il y a énormément d'aides, il y a plus de 200 mécanismes, à peu près 35 milliards d'euros, mais ces mécanismes sont très épars, très disparates, et on ne mesure pas toujours bien le retour sur investissement. On ne mesure pas toujours bien le rapport entre le coût et le bénéfice. Il y a des écarts très considérables en termes de coûts par tonne de carbone évité en fonction des mesures. Et ça va de 40 € si vous remplacez votre chaudière à fioul par une pompe à chaleur à plus de 4 000 € pour une mesure de limiter la circulation sur l'autoroute à 110. Et en fait, il y a plein d'autres mesures qui ne sont même pas encore aujourd'hui mesurées. Donc, ça demande quand même de la réflexion. On ne voudrait pas forcément investir plus dans le cadre que l'on connaît, puisqu'on a des contraintes budgétaires, on a des contraintes sociales, on a des contraintes économiques, on a une croissance à tonnes, mais on peut peut-être investir mieux. Et le troisième sujet, c'est qu'on ne peut pas aborder la décarbonation comme quelque chose en plus du reste qu'il faut faire comme la punition du jour. Il faut le reconnecter en fait à notre politique industrielle, à notre politique économique. Ça peut être un levier de compétitivité, ça peut être un levier de croissance, ça peut être un levier d'innovation et il faut que cela le soit. Merci beaucoup.
Antonin Bergot, ça y est, j'étais sûre que j'allais le faire, Antonin Bergot, bien sûr. Vous avez travaillé sur les effets des changements technologiques sur l'économie, la productivité, la croissance des entreprises. Juste un point, je ne sais pas si vous avez vu cette enquête Indeed qui vient de sortir. Il y a un employeur sur 10 qui préfère utiliser l'IA plutôt que d'employer un jeune, en disant que ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus facile. Vous leur répondez quoi, vous, le professeur? On n'a pas entendu ce que vous avez dit, Edwige, il y a un petit peu d'écho. Oui, il y a beaucoup d'écho. Un chef d'entreprise sur 10 préfère user l'intelligence artificielle, l'IA, plutôt que d'employer un jeune. C'est une enquête Indeed qui vient de sortir. L'innovation, ça a du bon, mais ça a ses limites. Non, mais l'innovation évolue par grandes vagues technologiques et au début des vagues, comme celles qu'on connaît aujourd'hui, il y a des bouleversements dans l'emploi. Il faut une réponse à la fois en termes de formation et de politique publique pour justement... on ne peut pas éviter qu'il y ait des destructions d'emplois. Avec l'IA, c'est très clair que les jeunes sont particulièrement concernés puisque l'entrée sur le marché du travail est beaucoup plus difficile quand la plupart des métiers d'entrée sont impactés directement par l'IA. Mais c'est à nous, en tant que professeurs et éducateurs au sens large, de trouver aussi les moyens de former les jeunes un peu différemment pour qu'ils puissent sauter la première étape et montrer leur valeur pour l'entreprise. Ensuite, du coup, pour venir plus directement sur les travaux qui nous ont animés, qui sont évidemment un peu liés à l'IA dans le cadre de la task force, nous, on est parti du constat qui est assez clair pour tout le monde et qui a été évoqué par le Premier ministre, qui est que la croissance est faible, elle stagne, mais elle stagne à un niveau assez bas, en France comme en Europe d'ailleurs. Et en fait, cette croissance faible, elle est essentiellement faible parce que la productivité évolue trop peu, ou évolue presque peu. Elle évolue peu en termes relatifs. Par rapport aux États-Unis, on décroche, et on a parlé du rapport Draghi, on voit à quel point on a perdu énormément en termes de productivité. La France était un pays plus productif quand on regarde la valeur créée par une heure de travail que les États-Unis dans les années 90, début des années 90. Aujourd'hui, on est à peu près à 70%, parfois un peu moins selon comment on calcule, des États-Unis. Donc on a vraiment chuté complètement. Mais la croissance de la productivité, elle est faible aussi en niveau absolu. C'est-à-dire qu'on a... Et on peut regarder les rapports du COR ou de la Cour des comptes, on est à 0,6-0,7% de productivité quand on la projette sur longue période. C'est à peine assez pour compenser le changement démographique, le vieillissement de la population. C'est-à-dire que les transferts qui vont devoir être faits pour combler le vieillissement démographique, ça représente ce qu'on peut gagner avec 0,7% d'efficacité en plus. Donc ça devrait être de manière très claire le sujet numéro 1 de l'actualité économique. Donc, ensuite, pourquoi est-ce qu'on a une croissance si faible ? La raison principale, c'est qu'on n'investit pas assez dans la recherche et le développement. Nos entreprises n'adoptent pas assez vite et assez efficacement les technologies qui les rendraient plus productifs ou les méthodes qui les rendent plus productives. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde les chiffres, on voit qu'en Europe, la France est très représentative de l'Europe, mais l'avantage de regarder l'Europe, c'est que ça permet de comparer aux États-Unis en taille. On a 2,2% de notre PIB consacré à la R&D contre 3,4% aux États-Unis. Pour donner le chiffre que ça représente en différence, c'est 200 milliards de dollars en plus investis chaque année aux États-Unis dans la recherche par rapport à l'Europe. Et quand on divise ce chiffre, ce qu'on voit très clairement, c'est que le secteur public dans les deux pays dépense autant. Donc c'est vraiment pas du tout une question d'effort public, notamment de ce qu'on peut mettre comme argent dans les politiques de recherche et développement. Et donc dans le cadre de cette task force, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder toute la chaîne, toute la fonction de production de l'innovation. On commence par l'éducation, le financement public de la recherche scientifique, comment cette recherche ensuite est transmise à l'entreprise, comment l'entreprise retrouve des financements pour l'innovation et enfin comment elle commercialise cette innovation. Et pratiquement à chaque maillon de la chaîne, on voit qu'il y a des fuites, il y a des petits ou des gros problèmes qu'il faut ajuster. On va pas avoir le temps de tous les mentionner, mais peut-être pour en donner deux qui sont très nets. Vous avez un premier problème, c'est que vous pouvez dépenser autant que vous voulez à partir du moment où les entreprises, les jeunes startups qui se créent et qui bénéficient au début d'argent public partent et quittent l'Europe et quittent la France pour aller aux États-Unis. C'est de l'argent public qui de toute façon a assez peu de retombées sur la France. Et dans les chiffres, on voit qu'il y a un nombre significatif de ces startups qui partent. Et pourquoi partent-elles ? Parce qu'elles ont du mal à trouver des financements relais privés qui viennent prendre le relais de la BPI ou d'autres acteurs publics qui viennent les financer.
le deuxième problème auquel on fait face, c'est qu'on a un niveau d'éducation qui est en chute libre, notamment scientifique, et vous avez notamment des gains très très nets, on va en parler tout à l'heure, qu'on pourrait trouver en amenant plus de personnes vers les filières scientifiques, et notamment des personnes qui y sont sous-représentées. Merci beaucoup, Antonin. C'est simplement qu'on doit maintenant passer un peu, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que quand même, oui, mais le constat était important, vous le connaissez, vous avez travaillé dessus. Nous, on connaît un petit peu, mais c'était intéressant d'avoir quand même votre diagnostic. Ross McInnes, vous avez des propositions, alors qui sont, comme toujours, j'ai envie de dire, assez cash, assez libérales, on peut dire ça quand même. On peut le dire, c'est André Lez qui l'a dit. Ross McInnes, votre première mesure, évidemment, c'est de proposer un vrai choc fiscal. Est-ce que la France en a besoin? Alors, c'est essentiel. Micro comme ça, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup ici. Cette essentialisation de mes positions est choquante, mais passons là-dessus. D'abord, ce ne sont pas mes propositions, c'est les propositions collectives d'un groupe de travail que j'ai co-présidé aux côtés d'un économiste, Thomas Philippon, qui se reconnaîtrait sans doute pas sous l'adjectif libéral. Ce sont donc les propositions d'un groupe et non pas celles d'un seul homme. Un choc fiscal, en effet, c'est ce que nous appellerons dans le document qui sera publié demain des effacements parallèles et j'ajouterai simultanés. Le Premier ministre a fait allusion aux aides aux entreprises. Il y a une définition d'Eurostat, c'est environ 49 milliards. Nous excluons de cela tout ce qui est allègement de cotisation et le crédit d'impôt recherche est en fait une forme d'allègement de cotisation sur les chercheurs. Et c'est comme ça qu'on passe de 211 milliards, rapport sénatorial, à 45 milliards. Le chiffre d'Eurostat est confirmé par le Haut Commissariat au Plan, c'est 49 milliards. Et donc en face de ça, en fait, l'État est une lessiveuse, parce qu'il prélève et ensuite il redistribue. Or, en théorie économique, l'impôt est destiné à redistribuer entre particuliers, mais il n'est pas destiné, et l'État ne sait pas le faire, à redistribuer entre des secteurs de l'économie. Donc nous considérons qu'il serait important de supprimer un certain nombre d'impôts de production, des impôts que tout le monde qualifie de bêtes, stupides, etc., qui pèsent sur un pourcentage du très important, Patrick Martin l'a rappelé hier, plus de 100 milliards. Et bien nous proposons de supprimer une trentaine de milliards, la liste est connue, certaines baisses ont été entreprises, mais hélas pas poursuivies, et en échange de supprimer un certain nombre d'aides. Vous me demanderez tout à l'heure peut-être lesquelles, et nous avons une liste de ces aides. Et donc voilà, un choc... Allez-y, donnez-nous quelques exemples. Oui, je vous donne facilement quelques exemples, je vais me faire des amis, mais par exemple, le taux réduit de TVA sur la rénovation des bâtiments, le taux, par exemple... Vous avez déjà un ennemi sur votre gauche. Je crois un contradicteur et pas un ennemi. Le taux de TVA sur la restauration, et pendant que nous y sommes, les taux réduits de gazole non routier, agricole, voilà des aides aux entreprises où l'État n'a pas vocation à redistribuer notre impôt et parfois il le fait à l'aveuglette. Deuxième point, dans un tout ordre d'idée, la santé, qui représente un des principaux postes de notre dépense. Alors nous avons le paradoxe d'avoir un système de santé public hospitalier extrêmement régulé et un système de santé en ville totalement dérégulé. Et si nous voulons améliorer le bien-être des patients, il faut réduire le temps qu'on passe à l'hôpital et augmenter le temps qu'on passe chez soi en convalescence. Ça veut dire renforcer le lien entre la ville et l'hôpital. Or, nos médecins libéraux, nos médecins de ville, ils croient qu'ils sont libéraux. En fait, ils sont fonctionnaires parce qu'ils ont été formés par la collectivité et c'est la sécurité sociale qui paye leurs factures. Donc, une des propositions que nous ferons, c'est de supprimer 300 hôpitaux. On en a 3000. Les Allemands en ont 2000. Donc, supprimer 300 hôpitaux, mais les remplacer par des maisons de santé pluridisciplinaires pour assurer l'accès aux soins. Et pour ce qui est des médecins libéraux, je pense que l'on doit revenir sur certains aspects, liberté d'installation, et une des recettes que les économistes de santé proposent, c'est le passage à la capitation, c'est-à-dire on paye nos médecins libéraux pour s'occuper d'un cheptel et non pas les paiements à l'acte qui ont pour conséquence d'augmenter de manière significative
les ordonnances. Le dernier point, c'est le logement, puisque nous dépensons 40 milliards pour le logement. En Allemagne, c'est de l'ordre de 25. Je n'ai pas l'impression que les Allemands soient à la rue. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en 50 ans, le taux d'effort que les gens consacrent au logement est passé de 6% de leurs revenus à 26%. Quelle belle politique, quel beau succès. Et donc, il faut encourager, 1, la densification, 2, le bail flexible, c'est-à-dire le Premier ministre y a d'ailleurs fait allusion, on conclut un bail, le bail privé, à des conditions qui doivent être décidées entre le locataire et le bailleur. Comme ça, nous aurons de l'investissement dans le logement, puisque c'est ça qui manque. Et puis, dans le parc social, une mobilité, à savoir, une fois que vous avez dépassé un niveau de revenu, eh bien, vous quittez le parc social pour faire place à ceux qui en ont besoin. Voilà quelques idées. Très intéressant, à mon avis. Pas facile à mettre en œuvre, mais surtout dans le climat politique actuel. Juste une petite réaction très rapide. Pierre-André de Chalendar, supprimer les aides à la rénovation et le bâtiment, c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Non, mais je ne veux pas donner l'impression d'être de parti pris sur ce sujet, mais c'est juste pour dire qu'il y a des mesures qu'on a déjà essayées. Et en fait, le problème, c'est de savoir si elles rapportent ou pas. Et en l'occurrence, si on veut que ça rapporte, d'augmenter le taux TVA, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'évitement. Et l'expérience du passé montre que ça ne marche pas. Voilà. Ángeles García Poveda, je dirais, patronne de Legrand, donc évidemment. Alors, je ne peux évidemment pas être trop en désaccord avec Pierre-André là-dessus, mais ce que je dirais, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui supposent de réfléchir de façon très différente, qui sont socialement très compliquées à vendre et à accepter, et que donc, ça va nécessiter énormément de pédagogie. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que la direction est la bonne. Alexandra Roulet, on va commencer par vous pour voir qu'est-ce que vous proposez sur le travail, parce que je sais que c'est intéressant, vous avez quelques désaccords avec Pierre-André de Chalendar, notamment sur la TVA sociale, on verra ça. Expliquez-nous qu'est-ce que vous voyez. Peut-être commencer par une mesure sur laquelle vous avez travaillé, les jours fériés, puisque le Premier ministre en a parlé. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des jours fériés? Il faut qu'on travaille plus, mais non payés. Mais en revanche, les entreprises, elles payent. Alors oui, donc pour reprendre peut-être un tout petit peu point par point, micro. Mais je vais vous parler des jours fériés, vous inquiétez pas. Sur les jeunes, sur le taux d'emploi des jeunes, je pense que beaucoup de dispositifs ont été mis en place dans les années passées, l'apprentissage, etc., qui ont eu des effets positifs, mais force est de constater qu'ils coûtent cher et on a une équation budgétaire compliquée. Et deuxièmement, au niveau macro, on a toujours un problème de taux d'emploi de jeunes, de proportion de jeunes ni en emploi ni en formation. Donc je pense qu'il faut sortir de cette logique de dispositif et il faut aller essayer de résoudre le problème du chômage des jeunes en allant chercher la solution sur d'autres marchés, c'est-à-dire pas sur les politiques de l'emploi, mais par exemple, toutes les mesures en faveur du logement que Ross McInnes vient de dénoncer, c'est particulièrement bénéfique pour les jeunes. C'est plus facile aujourd'hui pour un jeune de trouver un emploi qu'un logement, mais s'il ne trouve pas de logement, il ne peut pas accepter l'emploi. Donc en fait, pour résoudre le problème du chômage des jeunes, il faut d'abord résoudre le problème du logement des jeunes. Ça, c'est sur les jeunes. Et de façon plus générale, sortir d'une logique purement ministère du Travail pour aller vraiment être dans une logique interministérielle où on va lever les freins là où... Oui, mais comment? Comment? Oui. C'est-à-dire, en gros, il faut que le sujet vraiment ne soit pas juste une logique dispositif ministère du Travail, mais le ministre de la Ville, le ministre des Transports, etc., qui contribuent à la lutte contre le chômage des jeunes. Sur les seniors, alors sur les seniors, c'est très facile à dire, c'est moins facile à faire. On sait que la seule façon d'augmenter le taux d'emploi des plus de 60 ans, ça passe par des modifications des paramètres du système des retraites qui visent à décaler l'âge effectif de départ en retraite. Donc ces paramètres, on sait ils font l'objet de beaucoup de débats. Ils sont en fait très nombreux et je pense qu'il y a beaucoup de façons de discuter et de ce point de vue-là, je pense que toutes les discussions du conclave, même s'il n'a pas abouti, étaient quand même utiles pour essayer de créer du consensus. Mais en toute état de cause, pour augmenter le taux d'emploi des seniors, il faut avoir des mesures qui permettent d'augmenter l'âge effectif de départ en retraite, c'est clair. Plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Oui. Et pour venir à la question des jours fériés, sur la question du fait que les salariés à temps complet travaillent moins que dans d'autres pays. C'est vrai qu'avec le groupe de travail, on a réfléchi à la question des jours fériés, mais avec une modalité un peu différente de celle proposée par le gouvernement. On proposait qu'en cas d'accord employeur-employé, les jours fériés puissent être travaillés, mais rémunérés.
Donc c'est un peu différent parce que le gouvernement proposait des jours fériés travaillés non rémunérés avec une taxe qui vise pour redresser les comptes publics. Nous, on propose que en fait, ça soit sur la base d'un accord employeur-employé, donc c'est pas obligatoire. Et deuxièmement, qu'il puisse être rémunéré. Donc c'est une modalité un petit peu différente. Mais de façon générale, le fait de toutes les mesures qui visent à augmenter la quantité de travail vont dans le bon sens. Mais il faut quand même faire attention qu'il y a la préoccupation du pouvoir d'achat qu'on ne peut pas complètement laisser de côté. Donc c'est pour ça que des jours travaillés rémunérés, ça a, à notre sens, plus d'avantages. Un contresens. Non, des jours travaillés rémunérés, ça permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Nous sommes d'accord. Pierre-Henri Chalandard, est-ce que... Oui, tiens, je crois que vous avez eu un débat assez serré sur la question de la TVA sociale. Il n'y a pas eu un mot du Premier ministre. Je vais y venir. Moi, il y a deux mesures complémentaires que je voudrais commencer par évoquer, qui sont en fait deux sujets sur lesquels on a une différence assez forte. Et je crois que c'est quelque chose quand même qu'on a beaucoup essayé tous de faire, c'est de comparer la France aux autres pays, et d'essayer de prendre les bonnes idées. Et donc il y a deux sujets, deux tabous qui existent en France, qui à mon avis serait très utile de lever. Le premier qui concerne le financement de la protection sociale, c'est ce sujet de la TVA sociale, je vais l'expliquer. Le deuxième, c'est le sujet de la capitalisation. Le sujet de la TVA sociale, c'est quoi? En fait, on a aujourd'hui en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, l'ensemble de la protection sociale est financée par le travail. Bon, c'était possible après la libération, mais quand on regarde, il y a quatre grandes charges. Il y a les retraites, il y a le chômage, il y a la santé et il y a la famille. Il est clair que la santé et la famille, ça ne relève pas vraiment du travail, ça relève de tout le monde. Et dans les autres pays, c'est beaucoup plus financé par, du coup, la solidarité nationale. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de basculer une partie de ces cotisations employeurs, donc famille et santé, vers la TVA, qui est le seul impôt sur lequel, en France, on est en dessous des autres, et on est en dessous des autres une partie à cause de ce que je viens de dire. Donc ce serait d'être plus comme les autres. Ce qui a aussi d'autres avantages, cette TVA, c'est qu'elle a des avantages en termes de compétitivité. Alors on a étudié parce qu'immédiatement, c'est un sujet qui avait été un vieux sujet qui a été retraité en 2007. Oui, mais à partir du moment où politiquement il y a eu ce problème en 2007, c'est devenu un tabou. Je pense qu'il faut revenir sur ce tabou. Ça crève quand même le pouvoir d'achat. Eh bien, il y a des effets immédiats qui peuvent être considérés comme anti-redistributifs, mais je considère qu'en travaillant, et en partie, là je rejoins ce qu'a dit Ross, en travaillant sur des taux de TVA, sur différents mécanismes et sur des mécanismes de compensation, on pourrait arriver à limiter très fortement cet effet anti-redistributif, et donc ça a un impact très favorable sur la croissance. Mais l'idée, c'est pas de faire une TVA pour augmenter les recettes de l'État, donc là je ne contribue pas au sujet de Ross, c'est pour diminuer, c'est en compensation des charges sociales. Ça, c'est le premier tabou qu'il faut lever. Et qui est encore un tabou assez installé. Le deuxième tabou, je trouve qu'il a fait des progrès par rapport à il y a même un an, et c'est le sujet de la capitalisation, qui est aussi un autre sujet. Les fonds de pension, vous vous souvenez, c'est un mot tabou en France, alors que partout ailleurs, on a considéré que c'était bien. Et qu'est-ce que c'est ce sujet? En fait, c'est juste, si on voulait le traiter, c'est juste permettre à l'ensemble des salariés de bénéficier, comme les fonctionnaires ou comme les personnes aisées, d'un surcroît de rendement. Parce que les retraites par capitalisation, ça rapporte un peu plus. Et pourquoi ça rapporte un peu plus? Parce que ça permet d'être assis plus sur la croissance mondiale que juste sur la croissance française. Et donc, alors ce sujet, je pense qu'il progresse. On a vu dans les derniers mois, mais je pense qu'il est une des solutions aussi à ce problème des retraites qui est en filigrane, quand on regarde le poids que ça a dans la dépense publique, et qui est extrêmement important. Ça, c'est les deux mesures clés. J'en ai deux petites autres, si vous me permettez. Non, juste sur la retraite par capitalisation, vous préconisez quoi? Alors, il y a deux pistes complémentaires qu'on a étudiées très en détail, parce que le diable est dans les détails. Comme tous les sujets des retraites, c'est très compliqué. La première piste, c'est d'étendre les dispositifs d'épargne salariale. Et d'une manière générale, c'est une autre proposition. Je pense qu'on a intérêt à augmenter la détention, l'épargne salariale en actions.
hein, et donc de long terme, en favorisant un actionnariat long terme, on pourrait augmenter les durées avant déblocage, hein, on pourrait revoir un certain nombre de conditions fiscales sur l'actionnariat salarié. Quand il est fléché en actions, on pourrait obliger à ce que 50% par exemple de l'intéressement et de la participation soit fléché sur en actions. Donc ça c'est le premier, étendre les dispositifs d'épargne salariale et en faire un élément de la retraite. Le deuxième qui est plus compliqué parce qu'on aurait dû le faire il y a 20 ans, les autres pays l'ont fait, mais on peut encore le faire, c'est une substitution partielle des mécanismes de répartition. Alors là, il y a un problème de tuilage, mais quand on regarde bien dans les détails, il y a des solutions pour régler ce problème et amorcer, à travers la création d'un fonds de capitalisation, amorcer un peu le système qu'ont les autres pays, qui aura un avantage, qui n'est pas dans nos travaux, mais qui est un avantage, moi que j'ai beaucoup vécu en tant que patron d'une grande entreprise, c'est que ça élargirait la base de l'actionnariat pour les entreprises de notre pays, l'actionnariat français. Voilà. Donc, alors les mesures complémentaires, en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, c'est d'augmenter l'épargne salariale. Et puis alors on a une dernière idée qui peut intéresser Ross aussi, qui est de dire que les mécanismes de partage de la valeur ajoutée qui existent dans les entreprises, on pourrait en introduire dans la sphère publique et inciter les ministères ou les collectivités qui font des efforts à récupérer une partie des gains pour les agents de ces efforts qui sont faits. Ce n'est pas des choses ça suppose des réformes du Code de la fonction publique, mais je pense que ça serait très efficace. Est-ce que ça existe ailleurs ? Ça existe dans certains pays, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais intéressant, mais c'est la première fois que j'entends une telle hypothèse. Mais vous savez dans quel pays ça existe, Ross ? Ah, d'accord, ok. Ça m'avait échappé parce que c'est un peu iconoclaste, mais effectivement intéressant. Ça pourrait résoudre pas mal de problèmes au niveau social et politique, je pense. Le temps avance, donc il faut qu'on continue. Andrés Garcia Poveda, vos propositions, parce que c'est un sujet qui est quand même très vaste. Comment est-ce que vous avez réussi à vous focuser, pas très français, à vous canaliser sur quelques recommandations qui pourraient faire avancer les choses? Voilà, je ne les couvrirai pas toutes parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais si je devais résumer, il s'agit de bâtir une véritable politique de l'offre, d'arrêter de subventionner l'achat de biens que d'autres produisent et d'arrêter de subventionner des mesures qui ne marchent pas. Alors, comment faire ça ? Je pense qu'il y a une chose que l'on pourrait faire et qui est relativement facile, pas trop controversée et très directe, c'est qu'on a un mécanisme qui en réalité est très efficace la plupart du temps, qui est le MACF, le mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières, la taxe carbone en bon français. Ce mécanisme est une bonne idée et il est mieux que les interdictions, il est mieux que les normes s'il est bien conçu. Sauf qu'en fait, celui que nous avons aujourd'hui n'est pas bien conçu parce qu'il laisse en dehors de son périmètre tout un pan de la valeur ajoutée, toutes les industries manufacturières. Et s'il est très efficace pour des secteurs comme l'acier ou comme le ciment, ou partiellement efficace, il l'est beaucoup, beaucoup moins pour l'entreprise qui fabrique de l'électroménager ou celle qui fabrique des voitures. Donc, il faut absolument qu'on l'étende à l'ensemble de la chaîne. Il faut également que l'on applique un rebate à l'export pour que les entreprises qui produisent sur sol français, sur sol européen ne soient pas pénalisées par rapport à leurs concurrents internationaux. Et il faut, si possible aussi, qu'on invite à bord un certain nombre de partenaires commerciaux avec qui on pourrait former une coalition des volontaires et qui pourrait rallier la cause. Et il y a des pays qui souhaitent aller dans ce sens, comme le Canada, comme l'Inde, etc. Le deuxième sujet, vous avez parlé tout à l'heure d'innovation. Et effectivement, innovation et décarbonation marchent main dans la main. Pourquoi ? Parce que à peu près 30% des technologies dont on a besoin pour atteindre nos objectifs de décarbonation sont aujourd'hui à un stade balbutiant. Donc si on n'innove pas, on ne décarbonera pas, on le sait. Et la première chose qu'il faut pour avoir de l'innovation, c'est du talent. Donc, on pense qu'il faut vraiment agir là-dessus. Une des propositions très concrètes, c'est de créer un visa France Innovation qui facilite le recrutement de chercheurs et de scientifiques étrangers, mais aussi le rapatriement de tous les Français qui sont partis de l'autre côté de l'Atlantique pour ce faire. Et ce n'est pas la seule discipline, puisqu'on en discutait tout à l'heure avec Antonin, dans l'économie, c'est exactement pareil. On perd beaucoup de nos économistes et de notre matière grise qui part dans d'autres pays où ils sont peut-être parfois un peu mieux traités. Donc, faciliter leur accès. Et il y a des pays qui l'ont fait. Moi, je pense notamment à l'Irlande,
Au moment où Dublin voulait monter un grand centre tech, ils ont mis en place en fait des procédures extrêmement rapides pour recruter notamment des ingénieurs chinois, indiens qui venaient en masse. Pourquoi? Parce qu'en une semaine, ils obtenaient un permis de séjour, ils obtenaient des aides pour s'installer, etc. Donc du talent, mais aussi davantage de coordination entre universités pour éviter le saupoudrage et pour se focaliser sur les éléments et les secteurs et les technologies les plus prometteuses et les plus disruptives. Miser sur des solutions technologiques made in France et made in Europe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est très dépendant sur certains secteurs nécessaires à la décarbonation d'autres pays. On a eu hier des tables rondes sur, par exemple, les terres rares. On a eu des tables rondes sur, où on a mentionné le solaire. Ce sont des secteurs et des filières qui aujourd'hui nous échappent partiellement parce que notamment la Chine a fait des efforts d'accélération très importants. Donc il faut qu'on arrive à protéger les filières que nous avons en France et en Europe avec des mesures de réciprocité, avec des mesures de local content, etc. L'action publique, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut qu'on arrive à instaurer une rigueur et une discipline avec des clauses de revoyure de tous ces dispositifs pour mettre de l'ordre périodiquement et peut-être en créer certains, mais aussi en enlever lorsqu'ils ne fonctionnent pas. Et puis, le dernier point, ce financement dont je parlais tout à l'heure, il ne peut pas venir que de l'État ou des entreprises. Ouais. On a 3 000 milliards d'actifs privés d'épargne qui sont dans des livrets A, qui sont dans des fonds d'investissement. Et il faut qu'on arrive à les mobiliser. Et on a des moyens pour le faire. On a de fantastiques exemples en France. Le mécanisme TIBI, dont la French Tech, par exemple, a été un grand succès. Ouais. On pourrait imaginer de reproduire la même chose dans un but de décarbonation. Merci beaucoup. Dernier point, et en même temps c'est un point essentiel et puis qui recoupe un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est sur l'innovation. Anthony Bergeaud, ça vous revient. En même temps, c'est un univers tellement complexe qu'on se demande comment vous avez pu sélectionner quelques points avec votre groupe de travail. Alors, on en a sélectionné quelques-uns, mais il y en a quand même beaucoup. Comme on a presque plus de temps, je vais juste en citer 3 rapidement qui ont l'avantage de rien coûter en finances publiques, en tout cas de rapporter plus que ce qui coûte. Alors le premier, c'est, on a parlé tout à l'heure d'un problème d'accès aux filières scientifiques qui sont encore trop peu utilisées par certaines populations et notamment les femmes. Une réforme très efficace dont on peut chiffrer le bénéfice à presque 20 milliards par an, c'est d'amener pratiquement la parité dans les filières scientifiques hommes et femmes. Ça nécessite plusieurs politiques et notamment du mentorat. On s'est rendu compte que quand on montrait des exemples de carrières scientifiques féminines, ça poussait les jeunes filles à aller plus vers des carrières scientifiques. Donc on souhaite et on pousse dans le rapport pour généraliser ça. La deuxième réforme, la deuxième mesure qu'on préconise, c'est celle de faire en sorte que les idées qu'on produit en Europe, qui sont encore très influentes, si on regarde les brevets américains, ils citent énormément en fait, d'idées qui sont créées en Europe par des chercheurs européens. On voudrait que ces idées, elles restent en Europe, qu'elles restent en France. C'est-à-dire qu'elles soient commercialisées en France. Donc pour ça, il faut qu'on rapproche les entreprises des laboratoires de recherche des universités, où il faut qu'on pousse les chercheurs dans les universités à aller vers l'entreprise. Vous pouvez le voir dans les deux sens. Il y a des expériences qui ont été menées dans différents pays, en France notamment le programme des laboratoires d'excellence en 2010, qu'on a pu évaluer. Et ce qu'on remarque, c'est que quand vous donnez de l'argent aux laboratoires publics sur des projets spécifiques, en contrepartie de cet argent, vous leur demandez d'aller voir les entreprises locales pour essayer de créer des partenariats. 1 euro dépensé dans ces programmes génère 1 euro supplémentaire investi par les entreprises en R&D et donc de l'argent derrière. Et enfin, dernier point. Dernier point. Désolé Antonin, mais c'est vrai que le Premier ministre a été passionnant, très intéressant, mais un petit peu long et du coup on nous a demandé d'écourter un petit peu. Donc allez-y. Vraiment 1 minute. Maintenir les talents en Europe et en France, et maintenir les entreprises en France, ça nécessite des politiques notamment de commande publique, des politiques d'investissement public qui ne doivent pas être faites uniquement au niveau français, mais au niveau européen. Et si ça ne marche pas au niveau européen, le faire juste avec un pays partenaire comme l'Allemagne. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Antonin Bergeaud. On vous retrouve demain où il y aura toutes les propositions. Vous pourrez les détailler. Désolé de vous avoir un tout petit peu écourté. Merci à vous toutes et à vous tous. Donc rendez-vous demain sur cet excellent travail
du front économique.